Si vous êtes là, c'est que vous avez survécu à la litanie de petits jeux de cartes pondus par Rosenberg. Ou alors vous l'avez lâchement zappé pour directement arriver aux Eurogames. Filou, brigand, on est ensemble dans ce bateau, ok? Salut à toutes et à tous, c'est toujours Boris aux commandes. On embarque pour la suite du voyage couvrant la carrière d'Uwe Rosenberg. On avait laissé notre ami allemand avec un jeu de plateau un peu douteux, adapté de sa petite boîte à succès Bonanza. Alors, qu'est-ce qu'il va nous réserver cette fois-ci? Il y a Agricola, bien sûr, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, mais peut-être aussi encore quelques surprises avant d'y arriver. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir en likant, en commentant, en partageant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne, c'est super important. Vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez aller faire un tour chez la boutique partenaire Golden Meeple. D'ailleurs, Golden Meeple et Ludicorner organisent le Jean Blou Ludique, là, le samedi 7 septembre, et moi j'y serai pour vous faire découvrir des jeux. Donc, si vous avez l'occasion de passer, ça serait super d'en profiter pour vous rencontrer et de vous montrer des jeux que je kiffe. Et puis, si vous souhaitez mettre la main au porte-monnaie pour me donner un petit coup de pouce, vous pouvez me faire un don sur Ko-fi, ponctuel ou mensuel, et participer à la tombola pour un montant de 5 € minimum. Il y a 50 € de jeux de société à gagner. Dans ce second volet, on va enfin rentrer dans ce que vous attendiez, l'Eurogame pur et dur, avec Agricola, Le Havre, Aux Portes de Loyang ou encore Ora Elabora, mais vous me connaissez, on va faire les choses dans l'ordre, et il nous reste quelques jeux moins connus à traiter avant d'arriver aux années qui ont vu naître ces pointures. Bah oui, c'est comme ça. On va parler de ces jeux, mais avant, je voulais quand même vous partager un constat qui ressort de mes recherches sur Uwe Rosenberg. C'est quelqu'un qui aime tout contrôler et calculer. C'est pas du tout le mec le plus YOLO de la Terre. Par exemple, il y a un rédacteur de Dice Tower Dish qui relate qu'Uwe a demandé à obtenir à l'avance la liste de questions qui seraient posées pendant l'interview. Bon, ça, à la limite, mais lorsque le média lui a répondu que rien n'était établi, que c'était plus une conversation qui se faisait au feeling, là, il a voulu annuler en disant « C'est pas mon type d'interview. J'aimerais avoir des questions concrètes auxquelles répondre. Je ne suis pas le genre de gars qui parle pour le plaisir de parler. » Ok mec, excuse-nous. Voilà, Rosenberg, c'est quelqu'un qui prend son travail très au sérieux. Il travaille sur un seul jeu à la fois et quasiment à temps plein. Il fait des recherches méthodiques et il séquence sa façon de travailler. Par exemple, il termine entièrement les règles d'un jeu avant de commencer ses tests. Ce qui me paraît particulier. Moi, j'ai toujours vu le game design comme un processus itératif, tissé d'errance, d'essais et d'erreurs. Tu penses à une mécanique, tu la testes d'emblée pour voir si c'est foireux ou non. Mais non. Uwe, il fait les choses à fond. On en reparlera au moment d'Atiwa dans le 4e volume, mais il a par exemple conçu 3 jeux sur le Ghana et les problèmes dont souffre le pays en un bloc. Et il a présenté ces 3 jeux d'un coup aux éditeurs. Il voulait que le même éditeur fasse les 3. Bon, tu m'étonnes qu'à l'arrivée, c'est Lookout Games, donc la boîte du Rosenberg, qui va éditer Atiwa, finalement. Franchement, 3 jeux sur le Ghana. Je veux bien que tu fasses confiance à Uwe parce que c'est une pointure, mais quand même, éditorialement, ça paraissait un peu casse-gueule. Donc voilà, gardez ça en tête. Uwe Rosenberg, c'est un cartésien. Il aime que les choses soient carrées, qu'elles partent pas dans tous les sens, que tout soit bien rangé, et c'est pas étonnant que son jeu préféré soit Trajan de Stefan Feld. En tout cas, c'est ce qu'il a dit dans une interview, Trajan, dans lequel on manipule des petits hexagones dans des coupoles à l'aide d'une mécanique à base d'Awale. C'est aussi un mec qui a un côté opportuniste et pragmatique, dans le sens où son investissement dans la sphère du jeu de cartes, qui a creusé le premier sillon de sa carrière, mais il n'est pas du tout dû au hasard de la création. Il explique en interview: il y a eu ce que j'appelle un moment parking. J'étais sur un parking avec un éditeur d'un magazine de jeux après une soirée jeux de société, et il m'a parlé d'un nouveau jeu de cartes aux États-Unis, et il prévoyait que ce boom serait terminé dans environ 3 ans. C'est pourquoi les éditeurs recherchent à ce moment-là des jeux de cartes, et le jeu de cartes était Magic the Gathering. Dans les premières années, les Américains pensaient que Magic durerait 3 ans, pas plus. Bon, ils se sont plantés. Uwe Rosenberg explique que cette prolifération de jeux de cartes qu'il a pondu dans le premier volume, c'est vraiment parce que le marché allait dans ce sens-là qui s'est lancé dans cette direction.
nous dit « Il y a eu une phase intermédiaire. J'ai terminé l'université en 1998. Ensuite, la question était de savoir si je devais prendre un poste de doctorant en statistique. J'ai eu un entretien d'embauche et j'ai reçu l'appel « Vous pouvez avoir le poste ». Et c'est devenu très intéressant. Je me souviens encore d'avoir reçu l'appel et d'avoir eu des maux d'estomac, car j'avais le sentiment que ma vie prenait la mauvaise direction. Ce qui était spécial chez nous, les statisticiens, c'est qu'il y avait beaucoup de postes ouverts. Je pouvais me permettre d'attendre encore 3 ans. Je pouvais encore trouver un emploi après. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais vérifier pendant les 3 prochaines années si je pouvais réussir pour pouvoir devenir concepteur de jeux de société. L'important, c'est que sur la base du sujet que j'avais étudié, je pouvais me permettre d'attendre 3 ans. J'ai eu la chance d'avoir étudié la bonne matière. Et 4-5 ans plus tard, bingo, le pari s'est vérifié, c'est le boom des jeux de cartes. Il y a des magasins en Allemagne qui ont des étagères pleines de jeux de cartes autour de l'an 2000, et Uwe Rosenberg a évidemment contribué à ce boom. Pendant les 3 ans et demi qu'il a consacré au game design avant de décider s'il reprenait un poste de doctorat en statistique ou pas, il a inventé des tas et des tas de jeux de cartes. Évidemment, celui qui a le mieux fonctionné, c'est Bonanza. Avec ses extensions, il a atteint les 3 millions d'exemplaires. Et ça a permis à Rosenberg de vivre du jeu, avec des modestes revenus certes, mais il a pu voir venir pendant un petit moment. Du coup, ce qui va nous intéresser dans ce deuxième volet, c'est évidemment les raisons de ce nouveau changement de cap du jeu de cartes vers le placement d'ouvriers et la gestion où on crève la dalle. Oui! Est-ce que c'était aussi parce que le marché allait dans ce sens-là? Est-ce que c'est plus un kiff personnel d'auteur, un moment où il va quitter le sens pragmatique du marché pour aller vers des choses qui lui plaisent vraiment? On va répondre à ces questions, mais avant, il reste quelques petits jeux de cartes à examiner. Bah oui. Alors souvenez-vous, en 2002, on avait laissé Uwe Rosenberg avec le demi-ratage Bean Traders, une version jeu de plateau de Bonanza, et revient l'année suivante avec Yellowstone Park. Yellowstone Park, ça se présente comme un jeu de plateau, mais en fait, c'est surtout un jeu de cartes, dans le sens où le plateau est juste là pour poser des cartes dessus. Il représente des ordonnées, en fait, et chaque animal a sa rangée prédéfinie dans laquelle on va le placer. Concernant les colonnes, c'est pas la valeur des cartes qui va définir leur placement, mais bien leur couleur. C'est-à-dire que si je place un lynx vert de valeur 2 dans cette colonne, donc en face de la rangée 2, je peux plus poser que des cartes vertes dans cette même colonne. J'ai défini la contrainte de la colonne. À son tour, on va jouer 1 à 2 cartes en essayant de les inclure dans une matrice de 3 par 3. Alors évidemment, au début de la constitution du tableau de cartes, on a beaucoup de latitude pour arriver à cet objectif, et à mesure que l'espace se remplit, on est de plus en plus contraint. Comme chaque carte est en 2 exemplaires, on peut aussi recouvrir une carte avec sa copie, histoire de temporiser. Si jamais on doit sortir de cette matrice de 3 par 3, eh ben on va initier un nouveau rectangle et on ramasse toutes les cartes qui sont à l'extérieur. Et c'est évidemment des mauvais points. Bouh! Mais pas de panique, si vous videz votre main et que vous avez au moins 6 cartes dans votre pioche de pénalité, vous pouvez repiocher ces pénalités en main comme de nouvelles cartes à jouer. Ah, ça va mieux. Si vous arrivez à compléter cette fameuse matrice de 3 par 3, bah vous allez même gagner des points bonus qui consistent à reculer votre pion sur la piste des points. Bah oui, parce que le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Oui, c'est tordu, ouais. Un petit scoring a lieu à chaque fois que la pioche est vide, et à ce moment-là, vous allez prendre autant de mauvais points que de cartes dans votre pile pénalité, et puis les pénalités de tout le monde sont remélangées pour former une nouvelle pioche. Voilà, dès que quelqu'un a 35 mauvais points, ça s'arrête, et c'est celui qui est le plus proche de 0 sur la piste de score qui a gagné. Perso, je suis pas du tout emballé par ce Yellowstone Park, qui n'a d'ailleurs pas de très bons avis sur Board Game Geek. Cette histoire de matrice, là, ça a l'air assez prise de tête et peu évident à visualiser. Bon, je vois l'intérêt du petit jeu de défausse dans lequel on essaye de caser ses cartes, mais de loin, comme ça, les choix me paraissent pas très intéressants, l'expérience de jeu a pas l'air hyper excitante, je pense que c'est souvent assez évident quelle carte poser, et c'est plutôt binaire, est-ce qu'on a ou on n'a pas. Donc a priori, ça a pas l'air d'être un grand Rosenberg dont tout le monde se souvient, mais comme d'habitude, j'y ai pas joué, donc si vous connaissez Yellowstone Park et que vous trouvez ça cool, n'hésitez pas à me détromper en commentaire. On va passer assez vite sur les 2 jeux de 2004, car ils me semblent assez anecdotiques. On a d'abord Schatzbold, qui est encore un jeu de questions, et qui a la particularité d'être illustré par Marc-André Casaola Merkel, qui est aussi auteur de jeu, donc si vous vous souvenez.
Très peu d'infos sur ce jeu, pas de critique, pas de vidéo, pas de règles, et une description qui fait 1 ligne et demie. Vous devez tout simplement deviner des événements importants des 100 dernières années pour remporter des jetons trésors. Le titre signifie estimateur ou estimation, et le jeu est sous-titré Partie 1, fête de famille. Aucune idée de ce que ça signifie. Est-ce que les événements à deviner sont liés à des fêtes de famille? Est-ce que le jeu est destiné à être utilisé en fête de famille? Ouh, la fête de famille de malade avec Chatsbolt! Bon, en fouillant un peu, j'ai trouvé une autre description qui dit « Quand la société Microsoft a-t-elle été fondée? En 1975, n'est-ce pas? 3 points. Vous avez mal deviné, les autres ont désormais la possibilité de dire plus tôt ou plus tard pour 1 point. On a donc affaire à une mécanique à la timeline ou même plutôt à la hitster, c'est-à-dire qu'on peut profiter des erreurs des autres pour essayer de leur piquer leurs cartes. La mention partie 1 semblait préparer le terrain pour des suites, mais j'ai retrouvé la trace d'aucun autre Chatsbolt, donc a priori ça n'a pas très bien fonctionné. Bon, on est de toute façon, encore une fois, dans un jeu d'exploitation, a priori un peu vite fait, sans vrais affects, pour rapporter des revenus en attendant de créer des œuvres plus existantes, mais patience, ça arrive. Autre jeu sur lequel on va passer rapidement, Sole Mio, la suite de Mamma Mia. C'est tout simplement le même jeu que le petit jeu de cartes de 1998. Ça se joue pareil, on pose des ingrédients, puis éventuellement une commande, et on doit essayer de se rappeler de ce qu'il y a au milieu, de faire preuve d'opportunisme, etc. La seule nouveauté, c'est des cartes double ingrédients. Ouah, trop dingue. Et puis des nouvelles commandes avec des quadruples ingrédients identiques ou 2 de chaque. Voilà, rien de révolutionnaire. J'ai même le sentiment que ça vient alourdir et complexifier un jeu qui n'en a pas besoin sans pour autant être assez différent pour justifier qu'on possède les deux. Du coup, moi je vous conseille plutôt Mamma Mia. Mamma Mia, je l'ai acheté suite à la rétrospective précédente et j'ai déjà pas mal joué cet été et ça fonctionne très bien. Ça marche dans toutes les configs, même à deux, c'est rigolo et c'est un bon équilibre entre un peu de mémoire et de l'opportunisme ou de la prise de risque. On peste sur les autres qui nous piquent nos ingrédients, on serre les fesses pour que ça passe. Puis surtout, il y a un moment magique du jeu, c'est celui où on dépile. Donc on retourne la pile d'ingrédients pour voir ce qui se passe, voir si on a mis les bonnes commandes au bon moment, etc. Il y a du suspense, il y a des retournements de situation, et c'est authentiquement fun. Je veux pas le survendre, hein. Mamma Mia, c'est pas non plus un banger absolu, mais le thème, on fait des pizzas quand même, hein. Puis la fluidité et l'expérience de jeu en 2 temps font qu'il a beaucoup plu ici cet été. C'est vraiment un petit jeu facile à sortir, agréable. Finalement, c'est aussi un jeu qui ressemble à pas grand chose d'autre. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous l'avez compris, moi je recommande plus volontiers la simplicité de Mamma Mia que les ajouts superflus de Sole Mio, mais c'est à 90% le même jeu, donc vous prenez ce qui vous tombe sous la main. Ah oui, et puis les deux sont combinables, mais ça je pense que c'est une vraie mauvaise idée. La pizza qui en résulterait serait probablement indigeste. Vous pensiez qu'on avait touché le fond avec Chatsbolt? Vous pensez qu'avec les jeux de questions de l'épisode précédent, on pouvait pas faire pire? Eh bien, mes amis, voici The Differences Between Women and Men, un jeu sur les clichés masculins et féminins. Ouh là 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 là, ça sent l'idée foireuse et le mauvais goût, et surtout le jeu qui a très mal vieilli. Vous êtes sceptique? Eh bien voici la description Board Game Geek. Pourquoi les hommes mentent et les femmes achètent toujours des chaussures? Qui ne connaît pas ces stéréotypes? Dans ce jeu d'ambiance, les joueurs notent leur top 5 sur un thème précis homme-femme. Ce thème est soit déterminé grâce à une carte aléatoire, soit inventé par les joueurs en s'inspirant d'une image. Les éléments du top 5 des joueurs sont comparés. Les objets qui apparaissent sur les listes de plusieurs joueurs rapportent des points de victoire. Par conséquent, lorsque vous jouerez au jeu, vous devez essayer de deviner ce que les autres joueurs vont mettre dans leur top 5. Que peuvent faire les femmes mieux que les hommes? Qu'est-ce que les hommes ont toujours dans le réfrigérateur? Lors de la notation, des surprises amusantes sont garanties. Voilà, même le texte de description est complètement daté. Bon, j'imagine que le jeu peut être fun, avec une forme de second degré, voire troisième, voire quatrième, et puis les bonnes personnes autour de nous, mais il n'empêche que ça ressemble à un game design assez paresseux, avec cette idée qu'on connaît par cœur, qu'il s'agit moins de dire ce qu'on pense que de deviner les réponses qu'écriront les autres joueurs.
On a déjà vu ça 1000 fois. J'ai parcouru une des rares critiques qu'il existe sur Board Game Geek qui note dans les points négatifs vos réponses peuvent vous mettre en conflit avec votre partenaire. Ouais, sans blague, mon frérot. Voilà, on n'est pas au sommet de la créativité de Rosenberg, c'est le moins qu'on puisse dire. Et attention, croyez-moi ou non, le jeu suivant va être encore pire. Alors là, on est vraiment dans la descente aux enfers. 2005 toujours, Wir sind schwanger, qui veut littéralement dire « nous sommes enceintes ». Oui, voilà, apparemment, les Allemands annoncent ça au pluriel. Moi, j'y connais rien en grammaire allemande, mais c'est pas ça qui me choque le plus. Non, non. C'est encore une fois un pur jeu d'exploitation à destination des couples qui veulent annoncer à leurs proches qu'ils vont avoir un enfant. Voilà, le but du jeu, c'est de proposer un prénom et les autres votent pour déterminer si le prénom va convenir à votre enfant ou pas. On est 2 ans avant Agricola, hein. Donc le mec qui a révolutionné le placement d'ouvriers, il a aussi pondu ça. C'est vraiment la pire idée du monde. Déjà dans la vie, et vous pouvez me croire, je suis père de 2 enfants, tu ne veux pas faire ça. C'est la pire idée du monde de demander aux autres leur avis sur le prénom que tu as choisi. Ça peut que mal se passer. Alors si tu fais un jeu autour de ça, si tu veux t'amuser avec ça et rédiger des cartes réactions qui disent, et je vous jure que je n'invente rien, je pourrais appeler mon animal de compagnie ainsi, mais certainement pas mon enfant. Cette carte est dans le jeu, la source est dans la description, cette carte est authentiquement dans le jeu. Alors je pense qu'on est là face à un authentique nanar ludique, c'est-à-dire qu'il est possible de passer un moment hilarant avec ce jeu, mais à condition que personne ne soit enceinte pour de vrai et qu'on le prenne là vraiment au 12e degré. Mais ce bon moment, il se perd alors au détriment du jeu qui lui se prend très au sérieux. Il suffit de voir la cigogne sur la boîte, on est sur un produit commercial qui s'assume comme tel, on n'est pas sur un jeu d'ambiance décalé. Vraiment très compliqué comme jeu, et puis étonnamment Rosenberg il en parle pas des masses en interview de celui-ci, et franchement moi aussi j'aurais honte à ta place Uwe, mais il faut bien bouffer j'imagine. 2005 est décidément une année noire pour Uwe Rosenberg, puisque Spelunke, dernier jeu de l'année, a une moyenne de 3.9 sur 10 sur Board Game Geek. C'est rare, hein. Moi j'avais jamais vu la note s'afficher en rouge comme ça, je pense. Et il y a quand même 46 notes, donc c'est pas non plus juste au hasard. Spelunke, c'est un mot d'argot pour dire bistrot, bar mal famé. On est sur un tout petit jeu de 33 cartes qui, d'après certains témoignages, était filé gratuitement à Essen 2005 sur le stand de Lookout. Et il s'agit d'un memory. Oui, un memory, rien de plus. À votre tour, vous retournez une première carte, et puis vous essayez de retourner une seconde carte qui est reliée à votre première. Oui, je viens vraiment d'expliquer le principe du memory, ouais. Et alors, c'est encore une fois de très bon goût, c'est un memory, vous l'avez deviné avec le nom, sur le bar, et les personnes qui fréquentent les bars, mais là encore, on est dans des clichés absolument nauséabonds. Donc les punks vont avec les punks, les alcooliques se rassemblent aussi entre eux, mais attention, vous pouvez aussi faire des paires entre un barman et une jeune femme dénudée, par exemple. Ouais, on en est là. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la mécanique d'un memory classique, mais on la rend moins fluide en y ajoutant des clichés, sans pour autant rendre le gameplay plus intéressant, parce que ça reste la même chose qu'un memory. C'est juste que tu as des paires en plus qui s'ajoutent et qui te viennent faire une surcouche de complexité, parce que tu dois pas juste retenir où sont les cartes identiques, tu dois aussi retenir les associations graveleuses que te propose le jeu. Bon, je vous parle même pas des règles avancées, vraiment on dirait une blague. Par exemple, si une jeune femme dénudée est révélée après un alcoolique, bah là elle est dégoûtée et elle quitte la zone de jeu. Bref, on est là face à un jeu qui, en plus de n'avoir absolument aucun intérêt ludique, est complètement à côté de la plaque, est nauséabond dans son thème et ses illustrations. Franchement, moi ça me répugne. On trouve une poignée de critiques incendiaires sur Board Game Geek, et là aussi on est clairement sur un titre vite fait, mal fait, que son auteur aurait d'ailleurs probablement préféré qu'on oublie. Pas de chance, les bases de données sont là, et les rétrospectives s'attachent à parler de tout, vraiment tout. Bon, allez, on avance.
Bon, on s'extirpe enfin du maelstrom de mauvais goût qui a été 2005, et on entre en 2006 avec Nottingham, qui est en fait le tout premier jeu que Rosenberg a créé, mais il a mis pas mal de temps à le signer. Bon, rassurez-vous, celui-ci, vraiment, il est pas honteux. C'est même un jeu que j'ai possédé, je l'ai récupéré à pas cher en déstockage dans un obscur magasin d'occasion. Bon, par contre, j'y ai jamais joué, j'ai lu les règles et je m'en suis arrêté là. Nottingham, c'est un jeu qui se joue à beaucoup dans une thématique Robin des Bois. La mécanique est à base de collection. Tu commences avec 3 cartes objets et t'essayes de rassembler des objets identiques pour les livrer et marquer des points de victoire. Le tour de jeu est hyper simple, tu pioches une carte objet et soit tu la gardes, soit tu la défausses pour effectuer son action. Il y a 7 objets différents et autant d'actions, chacune associée à un type d'objet. Après avoir fait ça, tu peux livrer 3 objets identiques, tu n'en gardes qu'un qui te fait des points de victoire, les autres vont à la défausse, et ça fait avancer le shérif sur une piste qui donne des petits cadeaux. C'est inscrit comme ça dans la règle en version française, c'est-à-dire que ça fait piocher tous les joueurs qui ont 3 cartes en main ou moins, par exemple. Bon, les actions, elles sont assez classiques, hein. Tu peux piquer une carte au hasard dans la main d'un autre joueur, tu peux mettre une carte de ta main en vente, tu peux échanger une carte avec quelqu'un d'autre, et puis tu as aussi une carte qui annule une attaque qui te vise. Bon voilà, un peu plus original, tu peux aussi tendre des embuscades aux autres qui vont se déclencher quand ils voudront vendre un certain type d'objet, et là tu vas lui piquer un des objets qu'il vend, et s'il a plus assez pour faire sa transaction, bah tant pis pour lui. Bon, ça sonne assez frustrant et surtout très chaotique. T'as aussi des objectifs secrets qui te demandent de rassembler un certain nombre d'objets. Bref, le jeu, de loin, il a l'air assez pénible, un petit peu laborieux. Ça se termine que quand le shérif a fait tout le tour du plateau, ce qui veut dire, j'ai compté qu'il faut que l'ensemble des joueurs ait réalisé 23 transactions. Imagine si tu joues à 7, ça doit être interminable. Voilà, ça a pas l'air très fun, ça a l'air d'être le genre de jeu dans lequel tu t'attaques un petit peu par défaut et où les autres t'empêchent d'avancer. Non pas parce qu'ils ont vraiment un truc contre toi, mais un petit peu par automatisme, parce que le game design du jeu les force à le faire. Non, vraiment, Nottingham, ça a l'air assez oubliable. D'ailleurs, j'en avais très peu entendu parler avant de le trouver par hasard, de voir Uwe Rosenberg marqué sur la boîte. Je me suis dit, ah tiens, ça peut pas être mauvais. Ben, peut-être que si, en fait. Et puis, le jeu est d'autant plus passé à la trappe que l'année suivante, un mastodonte a débarqué. Amen. Ça y est, on y est enfin. L'illumination dans cet océan de bouse mercantile cuvée nous balance à la tronche depuis le début de la vidéo. Enfin, un grand jeu, une œuvre majeure et inspirée, créée par passion. Agricola. Alors pourquoi seulement maintenant? Pourquoi 15 ans entre les débuts d'Uwe Rosenberg comme auteur et l'arrivée de son jeu expert majeur qui va révolutionner la gestion? Eh ben c'est simple, passer du petit jeu de cartes au gros jeu qui pique ne se fait pas par hasard, et il a fallu que Rosenberg découvre des piliers du genre pour décider de s'y frotter. Parce qu'au départ, les ambitions de Rosenberg étaient, il le dit lui-même, d'être un concepteur de jeu ordinaire, c'est-à-dire pas spécialement un orfèvre qui façonne patiemment le jeu de ses rêves, mais plutôt un mec qui produit des trucs grand public, comme un boulot rémunérateur, des jeux qui fonctionnent même s'ils transportent pas par la profondeur de leur mécanique. Uwe dit en interview, la chose surprenante c'est que j'ai inventé environ 200 jeux, dont beaucoup que j'ai jetés, juste quelques-uns que j'ai pu terminer. J'ai essayé d'inventer des jeux comme tout le monde les concevait, parce que je voulais devenir un concepteur de jeux ordinaire. Alors qu'est-ce qui va détourner Rosenberg du petit jeu de cartes grand public? Eh ben c'est la rencontre avec d'autres jeux experts marquants qui vont authentiquement le passionner et lui donner envie de faire de même. D'abord, il y a eu Antiquity, probablement le jeu le plus marquant de Splotter-Spellen, qui débarque en 2004, et puis survient Essen 2005. Et là, juste à côté du Stone Lookout, un modeste jeu français d'un éditeur qui en est encore à ses débuts, est exposé. Et ce jeu, c'est Caylus. Et là, Rosenberg va prendre une baffe, une immense baffe, il va jouer que à Caylus tous les soirs pendant 2 semaines, et en parallèle de ces parties, il va concevoir Agricola. Agricola,
un jeu qui détrônera le roi de l'époque, Puerto Rico, en tant que jeu le mieux noté sur Board Game Geek. Il va vraiment jouer au jeu en boucle pendant 2 semaines, et il y a un des aspects qui va le titiller un peu, c'est que dans Caylus, on a 5-6 ouvriers, et que ce nombre, il grandit pas au fil de la partie. T'as juste ce pool-là d'ouvriers au début du jeu, et au début, t'as pas besoin d'autant d'ouvriers à la limite, parce que t'as très peu d'actions intéressantes, puisque Caylus, vous le savez, c'est un plateau évolutif, avec des bâtiments qui vont arriver au fur et à mesure de la partie, qui vont être construits par les joueurs et joueuses, et Uwe s'est dit, tiens, ça serait plus intéressant qu'on monte en puissance en termes de nombre d'ouvriers, qu'on en ait 2 au départ, et puis qu'on obtienne le 3e, le 4e, et ainsi de suite. Et puis il s'est dit, bah tiens, ces 2 ouvriers, ça pourrait être une famille de 2 qui s'agrandit, qui vient faire un enfant, qui leur donne un 3e ouvrier qu'ils peuvent exploiter, et du coup, de là, lui vient l'idée d'en faire une famille qui travaille dans l'agriculture, avec des moutons, des champs de bétail à exploiter, ce genre de trucs. Donc il commence à plancher sur son prototype d'Agricola en novembre, et là, c'est pareil, il y joue en boucle. Pendant une semaine entière, il joue les 4 premiers tours de jeu d'Agricola uniquement. Juste après le Salon des Suns, il est dans cette effervescence, et il va jouer les 4 premiers tours en boucle, 12 heures par jour. Une fois seulement que ces 4 premiers tours fonctionnent bien selon lui, il va concevoir le reste. Et là, c'est allé assez vite. En décembre, il avait une première version du jeu complet. Il explique que ce qu'il a changé plusieurs fois, c'est les 3 derniers tours, parce qu'il voulait les ajuster exactement pour qu'ils soient pas trop simples, qu'il y ait une tension qui soit préservée jusqu'au bout de la partie. Donc vous le voyez, Rosenberg, c'est un gars qui est méticuleux et procédurier. Le mec, c'est un statisticien et il applique des méthodes de statisticien. Je peux faire un discours théorique sur le placement d'ouvriers, ce qui a un impact sur quoi? Parce que j'ai fait tellement de choses avec ce mécanisme. D'autres concepteurs sont du genre « Oh, j'ai fait ce jeu, maintenant je veux concevoir quelque chose de totalement différent. Je veux surprendre mes fans. » Et ça, ce n'est pas moi. On parle donc d'un maniaque, d'un bourreau de travail qui va tout faire pour concevoir l'Eurogame parfait, et il va réussir. Agricola rafle le prix IGA, le Deutsche Spielerpreis, et puis bien d'autres, et il va gravir les classements Board Game Geek jusqu'à atteindre la première place. Mais qu'est-ce qui fait qu'Agricola est si spécial? En termes de placement d'ouvriers, il invente quasiment rien, et on pourrait même trouver qu'il est assez plat en soi. Il n'y a pas le twist du prévôt de Caylus, par exemple. Il n'y a pas une mécanique comme la roue de Tzolk'in qui va faire que oui, tu poses ton ouvrier, mais il y a des facteurs autour à prendre en compte. Non, dans Agricola, tu poses ton ouvrier, tu fais l'action, fin de l'histoire, et au suivant. Pourtant, si moi je joue plus du tout à Agricola aujourd'hui, je le préfère tout de même à Caverna, et j'ai préféré le garder lui plutôt que son petit frère qui est un petit peu plus accessible, et je vois 3 atouts principaux qui font d'Agricola un grand jeu. Petit 1, le thème. Dans Agricola, vous gérez une famille de fermiers. Celle-ci va pouvoir s'agrandir lorsque vous accédez à l'action de naissance, ce qui vous permettra ensuite de poser plus d'ouvriers en faisant travailler vos enfants. Ce qui est tout à fait normal. Mais ça vous fait également une bouche de plus à nourrir, car dans Agricola, vous crevez la dalle. Et si vous plantez des légumes, vous allez devoir attendre leur récolte. Si vous voulez faire du pain, il va falloir un four qu'il faut fabriquer, par exemple avec de l'argile. Ça prend du temps, et le temps joue contre vous, car vous devez nourrir les membres de votre famille un tour sur 3, voire un tour sur 2. Vous pouvez élever du bétail en vue de le manger, bien sûr, mais il va vous falloir un enclos, et les cochons et les moutons ne peuvent évidemment pas cohabiter. Donc il va vous falloir autant d'enclos que d'espèces d'animaux. Vos animaux, ils vont pouvoir se reproduire à condition que vous ayez de la place pour les héberger. Bref, Agricola est extrêmement thématique. Il initie l'envie de Rosenberg de créer des jeux qui ont du sens, qui s'inscrivent dans un contexte précis, rigoureux, documenté. Et ça, c'est quand même très fort, car ça aide non seulement à intégrer les règles, mais aussi, il faut le dire, à être impliqué dans le jeu. On comprend ce qu'on fait, on a des objectifs concrets, et on doit rentabiliser efficacement chaque journée de travail, un petit peu comme dans la vie. 2, Agricola, c'est rude. Le gameplay est tranché, quasiment aride, ce qui fonctionne très bien avec le thème, évidemment. On ressent la pression de la productivité au travail,
on ressent les contraintes matérielles, les complications logistiques. Bien sûr, tout ça n'est pas agréable et c'est pour ça qu'Agricola n'est pas fait pour tout le monde. Reste que c'est une expérience marquante, un peu comme, j'y reviens, mais la roue de Tzolk'in. Lorsqu'elle tourne pour la première fois, elle te fait un effet waouh quand tu comprends que t'as foiré ton coup ou au contraire que tout se goupille bien, que t'as bien calculé les mouvements. Là c'est pareil, tu vas te souvenir de ta première famine à Agricola, de ce tour où t'as perdu masse points de victoire parce que tes plans n'ont pas fonctionné comme tu le voulais, ça va te marquer au fer rouge et soit tu vas fuir à tout jamais, soit tu auras envie de recommencer encore et encore jusqu'à devenir meilleur, jusqu'à pouvoir maîtriser le défi que te présente le jeu. Et il faut dire aussi que Agricola est modulaire et qu'il a plusieurs niveaux de lecture. Tu peux y jouer en mode familial pour que la réflexion pique un peu moins, mais si tu es une joueuse ou un joueur dit expert, tu vas évidemment avoir envie de bénéficier du mode avec les cartes. Et c'est ça le troisième ajout majeur d'Agricola pour moi, c'est ces cartes que vous allez distribuer ou encore mieux drafter en début de partie et qui vont vous conférer des aptitudes uniques. Alors bien sûr, elles vont se mériter et vous n'aurez pas l'occasion de toutes les poser au fil de la partie. Il va falloir bien choisir car elles vont pouvoir vous sauver la mise si elles sont activées avec le bon tempo. Tu peux avoir des légumes qui poussent plus vite, tu peux avoir des enclos hybrides qui te permettent d'héberger 2 types d'animaux, et puis dans les multiples decks d'extensions qui sortiront ensuite, il y a des trucs beaucoup plus farfelus, il y en a même un qui fait intervenir des aliens ou des zombies, je sais plus trop. Donc voilà, c'est des cartes uniques, t'es content de les poser, t'es fier parce que elles te donnent un pouvoir que tu ressens comme pété et tu te distingues par cet effet de carte et quand tu fais ton draft en début de partie, tu vas te projeter pendant toute la partie du moment où tu poseras cette carte et on développe vraiment un lien très fort avec ces éléments de jeu. Ces cartes, elles compliquent évidemment la partie et elles rendent les options des adversaires un petit peu moins lisibles quand on débute, mais elles font toute la richesse d'Agricola. Elles lui donnent une rejouabilité quasiment infinie et elles sont la raison numéro 1 pour laquelle je préfère cet opus à Caverna, parce que dans Caverna, on troque les cartes pour des aménagements fixes proposés sur le plateau, mais voilà, ça, on y reviendra dans la troisième partie de cette rétrospective. Agricola, c'est donc un jeu marquant, assez épuré finalement, certains le qualifieront de sec, mais moi je trouve pour ma part qu'il est remarquablement fluide, il est certes punitif, mais en même temps il est juste et cohérent dans les options qu'il laisse aux joueurs. Et ça reste un jeu tout à fait abordable avec un peu d'entraînement ou d'expérience dans les jeux de gestion en général. Il y a une extension, Les Fermiers de la Lande, que j'ai jamais essayé, et si vous êtes jamais frotté à Agricola, je vous encourage à le découvrir, surtout si vous n'avez pas peur de la frustration et que vous aimez les Eurogames dotés de thèmes forts. C'est un jeu dont on parle toujours plus de 15 ans après sa sortie, c'est quand même pas rien, et ça on le doit en premier lieu à son auteur lui-même, qui va décliner le cœur de l'expérience d'Agricola dans plein de jeux différents, et ça commence dès l'année suivante. Et oui, car en 2008, un an à peine après Agricola, Rosenberg sort un autre jeu expert dans la même lignée, Le Havre. Alors certains préfèrent Le Havre à Agricola, moi c'est pas mon cas, mais il faut admettre que le jeu s'est forgé une solide réputation, notamment en se hissant à la 6e place du top 100 Board Game Geek, alors que Agricola était 4e à ce moment-là, donc 2 jeux dans le top 10 pour Uwe Rosenberg. Pas dégueulasse comme performance. Ce qui est intéressant avec Le Havre, c'est que même s'il offre une expérience dans la lignée d'Agricola, il propose tout de même une mécanique différente, notamment en se débarrassant de la pose d'ouvrier. Dans Le Havre, à chaque tour, vous allez remplir toute une série d'emplacements de ressources. Alors, si vous êtes allergique à la manutention, il vaut mieux s'abstenir. Et puis, vous allez réaliser une action qui consiste soit à ramasser toutes les ressources d'un emplacement, soit à activer un bâtiment. Et ces bâtiments, vous allez en construire de nouveaux au fil de la partie et monter en puissance en élaborant de véritables chaînes de production. Et vous allez aussi pouvoir profiter des structures des autres, à condition de les dédommager, évidemment. Mine de rien, ça fait de Le Havre un jeu assez lourd, donc il y a beaucoup de manutention, avec ses ressources à ajouter à chaque tour, et puis si vous connaissez pas les différents bâtiments, ça va être difficile de lire le jeu. C'est pas évident de comprendre ce qui se trame chez votre adversaire tout là-bas, surtout dans les
haute configuration de joueurs, les cartes sont pas nécessairement dans votre sens, etc. Donc voilà, jouer au Havre à 5 joueurs, franchement, ça doit être douloureux. À mon avis, il vaut mieux y jouer à 2, voire à 3 joueurs. Ces petits défauts mis de côté, le Havre est un jeu incroyable pour beaucoup de gens. Ça a même été le jeu de gestion préféré de Tom Vassell de Dice Tower pendant très longtemps. Moi, je l'ai plutôt pratiqué sur appli, en solo du coup. Et c'est un jeu qui m'a toujours paru plaisant, moins frustrant qu'Agricola finalement, parce qu'il vous offre de nombreuses options. Alors là aussi, il faut nourrir ses troupes, mais c'est moins punitif, c'est moins compliqué, t'as moins cette impression de couteau sous la gorge permanente. Et pourtant, moi, c'est un jeu qui me perd. Je préfère la simplicité d'Agricola, en fait, qui insuffle du renouvellement à travers les cartes, plutôt qu'avec des dizaines de bâtiments à disposition, comme il y a dans le Havre. Mais je comprends tout à fait qu'on l'apprécie, et si vous aimez les jeux de gestion foisonnants, vous devriez jeter un œil au Havre. Ce qui est certain, c'est qu'Agricola a changé pour toujours la façon que Rosenberg a de concevoir des jeux. Il nous dit en interview, avant Agricola, je ne pensais qu'aux mécanismes. Et depuis Agricola, j'ajuste les mécanismes pour qu'ils s'adaptent au thème. C'est devenu un petit univers pour moi, de la même manière que les jeux de cartes l'étaient à la fin des années 90. Je lis toujours sur le thème et j'essaye de rendre les jeux plus facile à manipuler, tout en maintenant la même profondeur de jeu et de narration. J'essaie de raconter de grandes histoires, en partie parce que ce sont les types de jeux que je trouve les plus amusants, mais aussi parce que je me démarque des autres auteurs. Alors là, ça y est, on n'arrête plus Rosenberg, d'autant plus qu'il fait éditer ses jeux dans sa propre boîte Lookout Games, donc forcément ça aide. Un jeu de gestion par an, et on y va, on revient aux racines de l'agriculture avec Aux portes de Loyang, dans lequel on va cultiver des légumes uniquement. Oubliez le bétail, on va juste faire des champs de légumes, comme ça, peinard, on devient végétarien. C'est un jeu qui a été développé 6 mois avant Agricola, en réalité, même s'il sort après, moi j'y ai joué qu'une seule fois avec Benjamin, mais je le trouve beaucoup plus sec que les autres et moins complet. En fait, l'objectif du jeu est assez linéaire au sens propre, c'est-à-dire que tu dois avancer sur un chemin en payant du fric à chaque tour. Tu peux avancer d'une case pour un coût de 1, mais si tu veux progresser plus loin, il faudra payer le coût de chaque case supplémentaire. Évidemment, plus tu avances, plus ces coûts sont exorbitants. Et ça devient assez galère de pouvoir se les offrir. Donc c'est une espèce de course, mais en même temps, une fois que tu t'es fait distancier, c'est vraiment pas évident de rattraper ton adversaire. Et les actions m'ont aussi semblé assez répétitives. On va planter des légumes, on va en acheter au marché, on va procéder à des échanges auprès des shops. Le temps d'un petit jeu d'une demi-heure, ça va, pourquoi pas, mais moi, ma partie, elle a plutôt duré 2 heures et la lassitude a fini par s'installer. Cela dit, je pense pas qu'il faille s'arrêter à cette première impression, car le jeu a très bonne presse et il est depuis longtemps dans la collection de Benjamin qui le ressort de temps en temps avec plaisir, et je vois encore des gens, aujourd'hui, le ressortir de temps en temps. Mais clairement, on est sur un jeu plutôt sec, plutôt froid mécaniquement, où on va pas avoir la profusion de renouvellement que peut nous amener un Agricola avec ses cartes, que peut nous amener un Le Havre avec ses bâtiments. On sent que c'est un jeu qui a été développé avant. On sent que c'est une œuvre dans laquelle Rosenberg va revenir aux fondamentaux des échanges de ressources, avec une économie très importante, cruciale pour pouvoir y arriver. Et c'est un jeu dans lequel on peut complètement se bloquer, on peut ne plus avoir de place dans ses champs, on peut avoir fait les mauvais choix des shops pour faire des échanges et tourner au ralenti. Donc ça peut être très très frustrant. Donc voilà, je dirais pas que je vous le recommande pas, mais sachez à quoi vous frottez. Mine de rien, ça peut être assez punitif. C'est peut-être un jeu à découvrir en solo. Je sais qu'il y a un mode solo, ou à 2, mais avec quelqu'un qui va vraiment vous prendre par la main, et limite, tu arrêtes la partie une fois que tu sais que tu t'es fait distancier, que tu as perdu, parce que sinon ça peut être assez long, et ça peut être plutôt une souffrance d'enchaîner les mêmes actions en boucle, en sachant très bien que tu rattraperas jamais ton adversaire qui est parti loin devant. My innocence is gone. It vanished a long time ago. When I knew that there is nowhere else to go. And that the worst is yet. On
On enchaîne avec 2010 et un jeu dont j'avais personnellement pas du tout entendu parler, et pourtant il s'agit d'un jeu de gestion, hein, pour le coup, pas d'un obscur jeu de questions ou de mémoire, c'est Mercator, un jeu marronasse au possible, rempli de cubes en bois qui représentent 2 ressources à la fois. Donc le cube rose, ça peut à la fois être du jambon ou de l'huile de poisson par exemple. Ok UV, si tu veux. C'est le ok boomer de l'Eurogame, tu sais. Ok UV. Bon, dans Mercator, on a des contrats, on a des cartes bonus, mais le jeu de loin semble vraiment très sec, sans thème, mais diablement efficace si tu recherches un jeu d'échange de ressources. Mercator va nous faire voyager, du moins d'un point de vue abstrait, puisqu'on a des pays qui sont représentés par des carrés qui sont reliés par des cordes. Dans le jeu, il y a une bonne douzaine de ressources différentes. Alors, Rosenberg fera bien pire après, mais Mercator est probablement le jeu qui initie cette habitude de profusion de ressources. Au-delà de ces ressources qu'on va échanger, on a aussi des jetons temps. Par exemple, le dernier joueur va en recevoir en début de partie comme compensation, et ces jetons, il faut parfois les dépenser pour se rendre dans certains lieux, ou à l'inverse, d'autres vont vous en donner. Ces jetons temps, on les récupère sur un petit plateau central, et quand le dernier jeton d'une rangée de la piste de temps est pris, il est révélé, et il va nous indiquer une ressource qu'on doit tous défausser dans une certaine colonne indiquée sur le jeton, une colonne de notre plateau personnel dans lequel on a stocké des ressources, et si on peut pas payer la ressource à ce moment-là, on se mange une pénalité de points de victoire. Dit comme ça a l'air assez hasardeux par rapport aux phases de nourrissage d'Agricola dont on sait quand elles vont arriver, ou pareil dans le Havre, on sait qu'elles surviennent tous les X tours. Mais bon, j'ai pas joué, je sais pas. Chaque manche commence par une phase d'investissement dans laquelle on va choper des nouveaux contrats qu'on peut aussi revendre si jamais on change d'avis. On peut acheter des cartes de bonus ou des cartes de scoring de fin de partie. À la fin de cette phase, tu dois bien gérer parce que tu peux garder que 15 thunes. Ensuite, tu as ce pion commun qui est utilisé pour voyager sur des pays qui représentent des espaces d'action. Donc on peut récupérer des ressources qui sont là quand on est premier à se pointer quelque part, et c'est à ce moment-là qu'on va aussi pouvoir activer nos cartes bonus si on est allé au bon endroit. Donc c'est intéressant, tu cherches à planifier tes déplacements pour arriver au bon endroit au bon moment pour profiter de tes cartes bonus, mais évidemment il y a un pion commun pour tout le monde, donc on va essayer de se tirer la bourre pour aller le plus loin possible des endroits qui arrangent les adversaires. Et tes contrats, ils sont affiliés à une destination, donc là aussi tu vas essayer d'emmener l'expédition vers un certain coin, et les autres ne l'entendront probablement pas de cette oreille. Ces contrats, ils vont s'améliorer de niveau à niveau. Quand tu termines un contrat de niveau 3, tu vas le remplacer par un contrat de niveau 4, et ainsi de suite. Évidemment, il y a un peu de chance au tirage, comme dans d'autres jeux dont on reparlera dans un épisode suivant, car si tu pioches un contrat qui correspond à un pays que tu es déjà en train de visiter, tu peux le remplir immédiatement, ce qui te donne évidemment un avantage considérable, t'as forcément plus de gains que les autres. On retrouve aussi dans Mercator une mécanique d'action partagée, qui est plutôt rare chez Rosenberg. Une fois que le joueur actif a complètement résolu ses actions, les autres joueurs peuvent lui payer des jetons temps pour également profiter de sa virée et accomplir des tâches dans le même pays. Donc l'interaction, elle se situe à ce niveau-là, de façon plutôt indirecte, t'essayes d'éviter d'aller dans des zones qui intéressent tes adversaires, surtout s'ils ont de quoi profiter de ton activation, sauf si t'es vraiment en rade de jetons temps, alors tu peux faire exprès d'aller dans des endroits qui vont potentiellement les intéresser pour qu'ils te payent. Le jeu a vraiment pas l'air mauvais, et il a d'ailleurs une moyenne de 7 sur Board Game Geek, mais il paraît vraiment très abstrait par rapport aux autres jeux de gestion de Rosenberg qui ont un ancrage dans le réel, dans leur thème. Ici, c'est vraiment un pur jeu de pousseur de cubes en bois qui semble de loin manquer un petit peu d'âme. C'est vraiment prendre des ressources pour réaliser des contrats qui te donneront d'autres contrats, mais j'aime bien la mécanique d'action partagée, franchement elle a l'air cool. Mais voilà, un truc qui me refroidit par contre, c'est le hasard qui est lié au tirage de ces jetons et de ces cartes. Moi, je suis pas particulièrement allergique au hasard, mais j'ai peur que dans un jeu aussi froid, qui dure une bonne heure et demie, ça passe pas aussi bien que dans un contexte où le hasard est justifié thématiquement. Ici, on va tirer des lettres qui indiquent des rangées de ton plateau, quoi. Au secours. On peut difficilement faire plus abstrait. Dites-moi si vous avez essayé Mercator, c'est peut-être tout de même un jeu sympa, et ce qui est sûr, c'est qu'on y trouve les prémices de ce qui va ensuite devenir la spécialité de Rosenberg, jongler entre des dizaines de ressources différentes, mais pas tout de suite, car notre ami UV a récidivé. Encore un jeu d'ambiance tout moche. On croyait UV
bel et bien lancé dans la course au jeu de gestion? Eh ben non, on l'a déjà dit sur cette chaîne, le jeu expert, ça remplit pas les frigos, et comme il faut bien bouffer, voici Psychometer, un jeu d'ambiance qui reprend les bases des tests de personnalité. D'accord. Enfin non, pas d'accord, mais puisqu'on est là. Même la règle commence par dire qu'il faut pas prendre le jeu trop au sérieux. Ça commence bien. Psychometer, c'est tout bête. On se saisit de cartes de vote et de ces psychojetons. Oui, ça s'appelle des psychojetons. Le premier joueur va choper 3 cartes qui vont lui indiquer une caractéristique, par exemple espiègle. C'est pas moi, hein, c'est l'exemple qui est donné dans la règle. Et on va tous voter, le premier joueur y compris. Est-ce qu'on pense oui ou non qu'il est espiègle? Appelons-le Michel par exemple, il se reconnaîtra. Michel est-il espiègle sur une échelle de 0 à 5? Et là on révèle, on fait la somme des cartes et celui qui est dans la bonne fourchette va gagner un psychojeton. Voilà. C'est tout. Bah non, ça a pas l'air amusant, hein, non. Franchement, ok, les jeux d'ambiance qui permettent de mieux connaître ses amis, c'est cool. Mais là ça semble extrêmement limité et on a vu tellement mieux depuis. Fun Facts, Mind Me, le beauf mais hilarant Left Right Dilemma. Franchement, Psychometer, entre le fait que t'es limité dans ton vote à une échelle très restreinte et le fait que tu débattes uniquement sur un simple adjectif, je crois que le jeu ne t'aide pas beaucoup à te marrer. Allez, next. Dernier jeu de la vidéo, et là on parle sérieusement. 3 ans de développement pour Aura et Labora, sorti en 2011. Un jeu qui s'inscrit dans la droite lignée d'Agricola et du Havre, toujours avec les illustrations de Clemens Franz d'ailleurs, un illustrateur dont beaucoup détestent le travail. Moi j'aime bien, je trouve que sa patte est reconnaissable et qu'elle sied très bien à l'expérience que proposent les jeux de Rosenberg. Avec Aura et Labora, Rosenberg est monté d'un cran en termes de tests, ayant de moins en moins de temps pour playtester ses œuvres lui-même à la maison, parce qu'il passe pas mal de temps avec sa famille. Uwe va commencer à s'appuyer sur une solide équipe de joueurs passionnés. Cette équipe, elle est basée à Duisburg et elle lui fait remonter les problèmes, elle l'aide énormément au développement. Et avec le temps, c'est une méthode qui va suivre de plus en plus. Il va envoyer de grosses bases de conception pour des tests prolongés. Et puis pendant ce temps, lui, il va plus toucher au jeu lui-même et il va préparer le suivant et des coups de clé à molette quand les retours lui reviennent. Et évidemment, cette méthode, elle marche plutôt bien. Même si de mon côté, c'est là où les œuvres de Rosenberg vont commencer à me laisser froid, car elles deviennent de plus en plus des systèmes qui me semblent trop bien huilés et un petit peu désincarnés. Bon, je dis ça, mais Aura et Labora, je l'ai pas essayé, et en lisant les règles, ça m'a même donné plutôt envie. Et de loin, je constate que c'est un jeu qui déchaîne les passions. Il n'y a qu'à voir le nombre d'aides de jeu personnelles qui ont été postées sur Board Game Geek. Je vais pas rentrer dans le détail des règles parce qu'elles sont touffues. Du genre, il y a plusieurs livrets de règles. Il y en a un pour la mise en place, il y en a un pour les règles générales, il y a les règles détaillées, il y a l'index des bâtiments. Mais évidemment, le cœur du jeu, il reste assez simple et basé sur des ingrédients que vous connaissez, du placement d'ouvriers et puis une roue. Et cette roue, elle est très importante. Elle va tourner d'un cran à chaque tour et elle abrite des jetons en bois qui représentent les différentes sortes de ressources. Les nombres à l'intérieur de la roue vont régir le nombre de ressources disponibles dans les différents types en fonction du jeton à leur effigie. Pour le tour de jeu, c'est une dynamique que j'aime bien, qui est que le premier joueur a 2 opportunités d'action à chaque manche et les autres en ont une, et puis on tourne comme ça, et puis c'est du placement d'ouvriers, notamment sur son plateau personnel. Si j'envoie un ouvrier sur un bâtiment qui me donne de l'argile, par exemple, je vais gagner autant d'argile que la roue me l'indique, et puis je remets la roue à 0 sur l'argile. Il existe aussi un jeton Joker qui peut vous sauver la mise si la ressource que vous convoitez est déjà redescendue à 0. On doit aussi déblayer son plateau personnel pour obtenir du bois, par exemple, et là, même système, tu vas gagner le montant indiqué par la roue. Comme dans Agricola Terre d'élevage, qu'on verra au prochain épisode, on peut acheter des extensions de plateau qui vont nous aider à construire des bâtiments, et à la façon de Le Havre, on peut utiliser les bâtiments des autres joueurs en les payant, et là, ils prennent un de leurs propres ouvriers, et ils le mettent sur leur emplacement. Donc il y a une interaction qui est plus forte que l'aspect indirect d'Agricola, dans lequel on se pique juste des emplacements d'action. Ici, tu vas carrément prendre l'emplacement de l'autre et son ouvrier par la même occasion. Et ça fonctionne bien avec ce système d'ordre du tour assez dynamique.
Et moi, je pressens une grosse tension sur l'ordre dans lequel on va obtenir les ressources. Une notion un peu de pousse ta chance, de est-ce que mon adversaire va le prendre maintenant ou pas? Est-ce que j'attends pour optimiser ou est-ce que je prends moins de risques et je prends une quantité moindre tout de suite? Parce que si d'un coup, une ressource retombe à zéro et que tu en avais besoin de façon cruciale, bah ça peut créer des frustrations de dingue, mais je pense que c'est là où il peut y avoir un vrai sel dans l'interaction entre les joueurs. Et évidemment, plein de bâtiments à construire qui font de la conversion de ressources et des points de victoire. Ils ont des restrictions de placement, donc par exemple ils doivent être placés sur la côte ou sur les plaines. Et chaque joueur a aussi des bâtiments spéciaux qu'il va pouvoir poser lorsque le jeton maison est atteint sur la roue. Et la valeur en points de victoire de ces bâtiments spéciaux, elle va dépendre des autres bâtiments à côté desquels ils sont placés. Donc la notion d'espace et de remplissage du plateau est ici assez importante. Comme dans Mercator, on retrouve de la transformation binaire de ressources, qui est ici représentée par des jetons double face. Puis là aussi, il y a beaucoup de ressources qui vont servir à gagner des points de victoire, à produire de l'énergie, ou à se nourrir, bien sûr, puisque c'est le retour de la mécanique du nourrissage. Le jeu contient 2 scénarios, Irlande et France, qui vont créer des différences mineures dans la façon dont les bâtiments fonctionnent, dans la présence des ressources également, et des petites variations qui permettent d'avoir un feeling différent. Et moi, j'y ai pas joué, mais Tom Vassell le décrit comme le plus ouvert de la trilogie qui compose avec Agricola et Le Havre. Il trouve aussi que Ora et Labora se joue bien dans toutes les configurations, contrairement à Agricola qui préfère A4-5 et Le Havre qui préfère A2-3, même s'il trouve qu'il y a tellement de règles dans Ora et Labora que le jeu va tellement dans tous les sens et qu'il peut écraser certaines personnes sous sa masse de choix et de possibilités. Moi, le jeu me donne très envie, grâce à son interaction et cette tension que je pressens autour de la roue des ressources. C'est le jeu que je connais pas qui me donne le plus envie au sein de ce volume, en fait, tout simplement. Cette mécanique de la roue, elle a vraiment l'air excellente et on va la revoir sous une autre forme dans le prochain épisode. Les connaisseurs savent déjà de quoi je vais parler, je pense. Et voilà, c'est tout pour cette fois, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai encore sous le coude, puisqu'on a à peine réalisé la moitié du chemin. La naissance d'Agricola n'était à n'en pas douter un gros morceau, dont on voit qu'il trace le chemin pour d'autres jeux de gestion dans les années qui suivent, et on est loin d'en avoir fait le tour. Est-ce qu'on est vraiment quitte avec les petits jeux de cartes un peu nazes? Vais-je survivre aux Eurogame toujours plus touffus qui se profilent à l'horizon? L'épisode suivant va-t-il contenir le pire jeu de Rosenberg auquel j'ai jamais joué? Spoiler, oui. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de notre exploration des terres rosenbergiennes. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter en me parlant de vos Rosenberg préférés, ou des jeux que vous avez découverts grâce à cette rétrospective qui vous font envie, ou ceux qui vous font moins envie, comme le jeu qui te permet d'annoncer que t'es enceinte. Vous pouvez soutenir la chaîne avec un don ou en participant à la tombola. Merci pour votre fidélité, bon jeu par chez vous, et à bientôt. Ciao! Avant la fin du chapitre, sous le vent tiède avant l'été. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le pitre, devant l'écran à chanter.